Vous êtes botaniste au Musée national d'histoire naturelle, donc de Toulouse, et vous êtes en charge des collections des plantes au muséum et des inventaires et à l'enrichissement de ces collections et à leur ouverture au public. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous y travaillez, que le public soit ou non spécialisé. Vous m'avez donné comme information que vous étiez personne ressource également pour Toulouse Métropole, ainsi que pour le grand public sur la nature en ville, et que vous avez à ce titre mené de nombreuses actions de sensibilisation sur le terrain, donc notamment des inventaires d'espèces végétales et animales, donc dans le milieu urbain, et vous avez participé aussi à l'élaboration de documents, et donc vous avez eu la gentillesse, alors je le montre, mais alors vous allez le voir à l'envers, de cet ouvrage Toulouse, la nature au coin de ma rue, où vous avez, vous, en particulier, signé les articles sur la nature dans les friches, et puis la nature sur les trottoirs, sur les caniveaux et sur les toitures. Voilà. Et je vous ai sollicité pour venir nous parler de cette expérience, et à la fois sur la dimension botanique, mais aussi sur la dimension perception du public, et comment vous avez senti, et par quel biais vous avez senti qu'il était possible que ce curseur de l'acceptabilité, on va dire ça comme ça, puisse être déplacé à la faveur de l'opération de valorisation qui s'est faite entre guillemets un petit peu de manière artisanale quand vous l'avez démarré à la craie, et qui a suscité on va dire une empathie, une curiosité et un intérêt pour quelque chose dont j'ai cru comprendre qu'il devenait progressivement autre chose qu'une mauvaise herbe pour le public, que vous aviez le plaisir d'ouvrir à ces sujets. Alors voilà, on vous donne la parole pour une petite 45 minutes, 50 minutes, et puis après on fera place aux questions qui viendront de nos auditeurs. Voilà. Ok, bon, merci Florent, merci pour l'invitation aussi également. Alors effectivement, bon, dans ce que vous avez dit, il y a tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait depuis un petit moment. Alors effectivement, je suis botaniste ici au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Ma principale occupation, c'est la gestion des collections. Un muséum, ce sont essentiellement des collections. Donc la gestion des collections, et puis effectivement d'être l'interface botanique, une personne ressource sur les plantes pour le public du muséum avec d'autres collègues, et aussi pour la collectivité, parce que Toulouse Métropole aujourd'hui c'est une très grande collectivité, et avec les besoins nouveaux de connaissances, on va dire d'acceptation effectivement de cette nature en ville, la métropole s'est naturellement tournée vers le muséum comme établissement ressources. Alors ce que je vous propose, c'est donc effectivement je vais parler pendant 45 minutes, voilà, je me suis fixé ce temps limite. J'ai un petit diaporama que je montre. Est-ce que tout le monde le voit bien à l'écran? Si juste quelqu'un peut me répondre. Moi je ne le vois pas du tout. Non, je confirme. Non. Un partage. En fait, il y a que le rond avec votre nom, enfin l'initiale de votre nom et de votre prénom. Ok, alors je vais faire un partage de contenu. Normalement. Oui, mais on ne vous voyait plus, alors je ne sais pas si. Alors, vous avez activé la caméra? Non, la caméra est activée. Vous ne me voyez pas? Non. Si, on te voit. Si, de notre côté, c'est bon. Est-ce que là, vous voyez le diaporama? Oui, parfait. Oui, parfait. Okay. Ah, bon. Alors, je peux pas... Bon, ben, je vais le passer comme ça, alors. Parce que je peux pas le lancer. Je sais pas pourquoi. Voilà, alors effectivement, l'intervention, elle s'appelle « Quelle place pour le sauvage en milieu urbain ?» J'ai intitulé ça « Sauvage en milieu urbain » parce que c'est vrai qu'au muséum, on ne s'est pas cantonné à faire l'inventaire de la flore. Il y a eu aussi un inventaire, j'ai un collègue qui a fait l'inventaire en entomologie, et puis il y a eu aussi un inventaire de fait sur les autres espèces animales, mais aussi un inventaire qui a été fait sur les types de milieux. Parce qu'une ville, c'est en fait un ensemble de milieux que on peut très bien assimiler à des milieux naturels. Après tout, l'humain fait partie de la nature, et tout ce qui construit, tout ce qui bâtit, ce sont des matériaux qui sont aussi issus de la nature. Et alors étonnamment,
on pourrait croire que la ville entièrement minérale ne convient pas du tout aux espèces végétales et aux espèces animales sauvages et ne convient qu'aux espèces cultivées, taillées, arrosées, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Bien sûr, vous l'avez vu à Fontainebleau comme ailleurs. Il y a une introgression du sauvage dans le milieu urbain qui est particulièrement prégnante dans le périurbain, mais même dans les centres-villes qui sont très urbanisés, on va retrouver de la végétation et toute une faune qui accompagne cette végétation présente. Voilà. Alors, quand on parle de nature en ville, on a toujours tendance, ou quand on parle de flore en ville, on a toujours tendance à parler d'espèces bien visibles, comme des plantes à fleurs, bien sûr, ou des lézards, des oiseaux, etc. Mais la nature en ville, c'est aussi tout un tas d'espèces qui sont des petites espèces, souvent insignifiantes, et puis qui, par leur petitesse, justement, ou le fait qu'elles passent un petit peu inaperçues, vont pouvoir s'insérer dans nos activités de déplacement, dans nos activités économiques, etc., sans nous déranger. Et quand on a fait cet inventaire en ville, on a considéré toutes ces espèces-là. Par exemple, en botanique, j'ai commencé par les algues. Là, vous voyez sur ces deux murs, le mur de gauche et puis le mur de droite, le long d'une église, on a des algues. Du genre Chloroboria, voilà. Donc, ce sont des algues, ce sont des végétaux aussi qui font partie de cette biodiversité que nous avons inventoriée. Plus fréquemment, on a l'habitude de parler de ces petites plantes herbacées qui fleurissent sur nos trottoirs, qui sont souvent fugaces, qui vont avoir une apparition pendant l'humidité hivernale, printanière, et puis disparaître souvent en été, ou souvent disparaître à partir du mois d'avril-mai, à partir du moment où les services municipaux et puis commencent à nettoyer un petit peu les trottoirs. Ici, vous avez le mouron des oiseaux, par exemple, et on voit bien que l'adaptation de cette plante au milieu urbain, il y a une dépression dans le trottoir, la plante pousse dans cette dépression, là où se sont accumulées en plus de l'eau et des matières organiques, et elle ne dépasse pas, puisque le piétinement ou le roulage des vélos, des voitures, l'empêche de dépasser. Alors ça peut être aussi, là je parle de plantes herbacées, de petites plantes, quelquefois on a la présence de végétaux qui peut être beaucoup plus important. Ici c'est un figuier qui sort d'un pluvio, d'une bouche d'évacuation d'eau de toiture dans le caniveau. Et il y a quelques années à Toulouse, vous pourrez regarder sur le site du Muséum de Toulouse, mais j'en parle un petit peu, vous pourrez voir que nous avons écrit un article sur les arbres sauvages de la ville de Toulouse. Et alors c'est quelque chose d'assez intéressant parce que dans cet article, on mettait en avant le fait que si la ville était vidée de ses habitants, du jour au lendemain, les arbres, et notamment le figuier, recouvrirait la ville et tout l'espace minéralisé comme ça en une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, on aurait une forêt d'arbres sauvages qui prendraient racine dans les fissures de trottoirs, sur les toitures, dans les caniveaux et sur les routes. Alors le meilleur exemple que je donne, c'est celui-ci, par exemple. Ici, vous avez, alors voilà, l'autre aspect dont je voulais parler, c'est que la nature sauvage, c'est une nature qui, bien sûr, n'est pas cultivée, plantée, amenée, ni arrosée, ni entretenue, à part pour la détruire en général ou pour l'enlever. Et alors là, cet exemple de cet arbre, qui est le Paulownia, qui est un très joli arbre issu, qui est originaire du sud-est asiatique, de Chine en particulier, des falaises de Chine. Ce Paulownia, il a été importé dans nos parcs et jardins. Et en fait, il retrouve les mêmes conditions climatiques que dans son milieu d'origine ici, et il va retrouver aussi les mêmes conditions édaphiques, c'est-à-dire de sol, sur les bitumes, que sur ces falaises d'origine en Chine. Et donc, on a naturellement, en plus, un arbre qui produit, qui est très très beau, qui fait une floraison violette exubérante, qui produit énormément de petites graines qui sont transportées par le vent. Et ici, vous voyez, il a suffi d'une graine qui germe dans le bitume d'un trottoir pour que celui-ci soit soulevé par la force, la turgescence des tissus végétaux qui soulèvent le bitume et qui permettent ensuite la croissance de l'arbre tout à son aise, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'arbre ici, s'il n'était pas taillé, aurait un port tout à fait normal et assure ses besoins vitaux en eau et en lumière par son ancrage dans le sol et avec son contact avec le soleil. Alors du coup, cette nature sauvage, en fait, dans nos villes, elle vient là où on ne l'attend pas. Donc là, ici, sur le bitume, ici, par exemple, sur la toiture d'une église en partie abandonnée dans le quartier des Récollets, à Toulouse,
Ici encore en haut d'un muret, alors là c'est sur la préfecture à Toulouse, hein, donc la préfecture de police, il y a un muret qui est tout neuf, qui avait été refait, l'enduit avait été refait, et puis une giroflée des murailles s'est installée, une graine s'est installée, a germé, et cette plante qui est issue du milieu méditerranéen, plutôt le sud de l'Europe, donc tous les pays du Maghreb jusqu'à la Méditerranée orientale, en Turquie, cette plante qui a été rapportée il y a longtemps comme végétal d'ornement, cette plante aujourd'hui devient sauvage dans les milieux urbains où la température et les conditions d'ensoleillement sont suffisantes pour lui permettre de vivre comme dans son milieu d'origine. Alors tout le monde m'entend bien, hein, c'est bon, parce que je suis parti sur un monologue. Oui, tout à fait. Très bien. Voilà, ok. Très bien. Alors, du coup, comme je vous disais, on ne s'est pas intéressé qu'à la flore, et je présenterai ici quelques éléments de faune. Et alors, voici donc sur une rosace de l'église sur les allées Frédéric Mistral, une ruche sauvage, un rucher sauvage qui s'est installé naturellement dans un endroit ensoleillé, hein, avec le soleil levant, et puis abrité des intempéries, donc quelque chose d'idéal pour ces abeilles sauvages, du coup, qui ne sont pas issues d'abeilles domestiques. On voit, il y a une petite différence souvent avec la couleur des rayons et puis la formation de ces rayons. Ici, on a aussi un petit animal qu'on appelle la tarente de Mauritanie, qui est un gecko en fait, un gecko méditerranéen qui est arrivé il y a quelques dizaines d'années, une trentaine d'années à Toulouse, certainement par le train, en provenance de ce milieu le plus proche vers Narbonne, on va dire Carcassonne. Et puis le climat se réchauffant, alors quand je dis climat se réchauffant, pour moi c'est le climat urbain. C'est un climat urbain avec l'utilisation de tous ces nouveaux matériaux, la réalisation d'infrastructures de plus en plus importantes, l'artificialisation des sols, les températures se sont artificiellement élevées dans nos villes, mais ça de manière complètement indépendante du réchauffement climatique. Et du coup, on a aujourd'hui un centre-ville à Toulouse où il n'y a plus de jours de gelée. Hein. Depuis 2013, il n'y a pas eu de jour de gel dans Toulouse centre-ville. Et ces petites espèces qui sont très gélives arrivent à vivre sans problème maintenant dans nos habitats, mais même à sortir. Et on va les retrouver dans les friches à Toulouse, passer l'hiver sous les cailloux, comme elles le font en milieu méditerranéen. Ici, c'est une photo qui est prise dans mon bureau, au muséum. Donc, on a une petite population de tarentes qui vit dans le muséum et puis qui se déplace la nuit pour manger les insectes. Voilà, alors la photo est peut-être pas très parlante, mais quand on parle de nature sauvage, pour l'instant, je vous ai parlé d'espèces surtout indigènes, alors à l'exception du Polonia. Alors, quand je parle d'espèces indigènes, c'est-à-dire que ce sont des espèces qui font partie de notre flore et de notre faune depuis très longtemps. Et puis, il y a aussi des espèces exotiques. Ici, vous reconnaissez peut-être le papillon. Alors, peut-être vous n'êtes pas touché à Fontainebleau, mais c'est un papillon qui est originaire. Alors, je crois qu'il est originaire d'Asie et qui a la particularité de manger, enfin, les chenilles, les larves donc du papillon, consomment le bois du palmier, bois entre guillemets du palmier. Et donc là, vous voyez ces grosses larves qui sont des chenilles en fait, hein, et qui donneront un très joli papillon. Donc ça, c'est une espèce exotique qui à Toulouse mange une autre espèce exotique, puisque le palmier, c'est un palmier de Chine, et c'est aussi une espèce exotique. On reviendra un peu plus tard sur les espèces exotiques. Voilà, et également ici une plante qu'on appelle la vigne marronne, qui est une plante originaire d'Amérique du Sud, une liane, qui est apparue à Toulouse il y a quelques années, qui a été importée pour l'alimentation. Le tubercule est consommable comme les feuilles. Et puis quelqu'un a dû en planter dans son jardin. Et depuis, elle est en train alors, je peux dater exactement, puisque la première apparition de cette plante, c'est 2006, en milieu sauvage dans Toulouse. Et là, on est dans une phase d'expansion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une plante sauvage, ici exotique, commence à se plaire, en général, elle a une phase qui est une phase qu'on dit pionnier. Elle va s'implanter à certains endroits et puis elle va être pollinisée parce qu'il faut que les insectes se fassent aussi à l'attractivité de cette plante-là. Elle va être pollinisée, produire des graines et ces graines vont être dispersées et de fil en aiguille, elle va conquérir tous les milieux qui lui sont favorables. Voilà, alors dans les points d'entrée de cette nature en ville, bon, j'ai parlé donc de cette nature sauvage en ville.
J'ai parlé des routes, il y a aussi les voies ferrées, il y a le fleuve. À Toulouse, il y a un grand fleuve, la Garonne, bien sûr. Ici, vous la voyez en crue, et avec tout un tas de ce qu'on appelle une laisse, donc tout un tas de végétaux résiduels, donc des graines, des morceaux de bois, etc., des boutures. Là, elle est en crue sur les berges, et quand la Garonne va baisser, elle va aménager des gros apports de sédiments, et parmi ces sédiments, un grand nombre de graines vont germer. Donc le fleuve, les rivières, les canaux, y compris les voies artificielles comme le canal du Midi par exemple, sont des voies d'entrée de cette nature sauvage en ville. Et ce sont des voies d'entrée perpétuelles, j'allais dire, parce que la Garonne est en crue, par exemple, 3 ou 4 fois par an. Et 3 ou 4 fois par an, elle déborde sur les berges que la municipalité s'échine à nettoyer, pour que les personnes puissent aller se reposer dessus. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc en plein centre-ville, un îlot qui s'est créé suite à l'apport de ces sédiments, qui est inaccessible et qui est un vrai refuge pour la vie sauvage, à la fois végétale et animale. Et qui, petit à petit, cet îlot, alors là, ce tablier d'un pont, le pont Saint-Michel, qui est un pont récent, qui date des années 70, petit à petit, cet îlot est en train de grossir parce que, bien sûr, la sédimentation appelle la sédimentation, et on est en train de voir apparaître une île qui est en plein centre-ville et qui devient un énorme refuge pour la vie sauvage. Voilà, alors dans le lit de la Garonne, en été, l'apparition de plantes aussi qui la rendent beaucoup plus... alors qui participent aussi, bon, je vais revenir vite fait sur les bénéfices de cette nature sauvage. Un des bénéfices ici qu'on voit dans une ville qui est quand même très méditerranéenne en été, avec des températures qui peuvent être très élevées. Ici, par exemple, donc une grosse évaporation d'eau, et la Garonne est très importante pour beaucoup d'agriculteurs et pour l'approvisionnement en eau de la ville de Toulouse, en eau potable. Donc des plantes ici qui vont se répandre à la surface, des plantes sauvages, vont ombrager l'eau et réduire la température de cette eau, en plus d'apporter beaucoup de services écologiques, d'épuration, de vie pour des insectes et donc des poissons, la pêche, etc. Voilà, quelquefois on a même des espèces rares. Ici, vous avez une espèce protégée en ville, en milieu urbain, à Toulouse, le butum en ombelle, qui est une espèce qui est très rare à l'état naturel, dans des milieux sauvages. Et là, pour le coup, elle est présente aux Amidonniers, par exemple, au bord d'une berge bétonnée, sur des digues, le long des digues en béton, au milieu de plantes exotiques d'ailleurs. Et puis, voilà, elle s'épanouit. Et puis, du coup, ça a fait que cet endroit-là est classé à un classement un petit peu spécial, classement en Natura 2000. Bon, voilà une autre image de nature en ville. Alors bon, je reviendrai un petit peu aussi vite fait sur la pollution. Vous voyez, la nature en ville, c'est aussi une nature qui s'adapte à toutes nos activités, y compris les activités qui sont les plus polluantes, et notamment ce type de vandalisme qui est assez fréquent dans toutes les villes. Voilà, vous voyez des chaises de bistrot là. Alors la nature sauvage, elle est aussi issue, alors elle est issue bien sûr d'espèces sauvages, elle est aussi issue du monde agricole et de nos végétaux d'ornement. Ici vous voyez un tournesol au bord d'une route qui est une graine qui est tombée d'un camion par exemple, mais pour autant l'espèce n'est pas pérenne, on va dire, et sauvage en ville. C'est une espèce annuelle qui est d'origine américaine, qui n'est pas du tout une espèce envahissante. Ici, on a deux espèces qui illustrent aussi les voies de communication, la route pour l'une et puis la voie ferrée pour l'autre. Une rose trémière, en provenance certainement du milieu atlantique, mais dont la provenance originelle est l'Est méditerranéen, la Turquie, l'Arménie, la Grèce. Et puis, vous reconnaissez peut-être du colza. Colza qui est une des cultures principales autour de Toulouse. Et donc, du coup, on a beaucoup de plants de colza sauvages dans Toulouse. Voilà, alors là, ça c'est une méditerranéenne qui illustre bien son mode de transport. Elle est venue avec le train et on va la retrouver tout le long de la voie ferrée, notamment à la gare Matabio, en bord de train, en bord de ballast, pardon. On a des grandes rosettes de cette plante qui est magnifique et qui est une espèce méditerranéenne et atlantique. Donc voilà, qui est répartie sur les dunes du littoral atlantique et les dunes du littoral méditerranéen. Et on va la retrouver sur le ballast. En fait, sur le ballast, elle va tout simplement retrouver ses conditions de vie d'origine sur les dunes, c'est-à-dire des milieux qui sont très drainants, très ensoleillés, où il n'y a pas de compétition avec d'autres espèces. Voilà. Alors en plus, c'est une plante qui est résistante aux produits phytosanitaires qui sont souvent épandus sur les voies ferrées. Et on va la retrouver pleinement épanouie à Toulouse.
Alors, cette nature, elle est, je vous le disais, elle est commensale de nos activités, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à nos activités, elle s'adapte aussi à nos pollutions. Et puis, donc voilà, juste quelques images de prise en centre de Toulouse, dans le centre de Toulouse. Hein, je vous mets ces images pour bien faire le nuancer et pondérer plusieurs choses dont je vais vous parler tout à l'heure. Sur les espèces exotiques, par exemple, ou sur la vision de la nature en ville. Vous avez entendu parler de ces termes de mauvaises herbes, herbes folles, chiens dents, etc. Quand on voit certaines pollutions qui sont au vu et au su de tout le monde, voilà, hein, donc ça c'est à côté du muséum, par exemple, quelqu'un qui a vidangé le liquide de refroidissement de sa voiture dans le caniveau. Quand on voit ces pollutions et qu'on entend peut-être les mêmes personnes dire oui, ces plantes elles sont sales, etc. Bon, il faut vraiment, vous verrez le travail de sensibilisation, il porte beaucoup là-dessus. Ici, par exemple, hein, dans tous les égouts, je pense que vous pouvez regarder à Fontainebleau. Peut-être c'est pas les mêmes comportements, mais dans les villes du Sud, c'est quand même très très particulier. Hein. Les pluviaux hein, sur les caniveaux servent encore de poubelles. Donc ça s'est pris récemment. Hein, c'est une photo prise cet été au centre-ville de Toulouse. Vous voyez, tout ça, ça part dans la Garonne. Alors ces ces plantes et ces animaux, ils s'adaptent à tout ça. Ils s'adaptent même à nos polluants, à nos pollutions, à nos délaissés, à nos dépôts. Ici, vous voyez un tas de déblais. Et dans ce tas de déblais, bien sûr, il y a des végétaux qui fleurissent. On va retrouver de la roquette, du coquelicot, de la silène. Ici, dans un petit bois au bord de la Garonne, là, vous voyez ce fauteuil qui va être absorbé et complètement recouvert par le lierre. Derrière, on a une angélique qui se développe. Ici, vous avez, ce sont les parcs-mètres récents qui ont été installés à Toulouse, et puis une fourmilière de crémato-gaster qui s'est installée dans ce parc-mètre et qui a vécu quelques semaines. Et puis bon, bien sûr, ça a été nettoyé parce que c'était illisible, donc ils ont nettoyé. Mais vous voyez un petit peu là, elles vivent. Hein, elles sont, la lumière ne les gêne pas en fait, et elles ont tout ça, ce sont des œufs qui sont collés, qui adhèrent à la paroi vitrée, et voilà. Les fourmis trouvent de quoi se sustenter aux alentours. Et alors, bien sûr, dans ce parc-mètre, elles ont trouvé un abri, mais complètement inaccessible aux oiseaux et à tous leurs prédateurs. Et du coup, elles étaient... En plus, il y fait chaud, certainement. Elles ont de la lecture, donc du coup, pour elles, c'était génial. Ici, alors ça, c'est au muséum. C'est au muséum, donc ce sont des caméras de vidéosurveillance du muséum, et vous voyez deux hirondelles rustiques qui certainement ont profité de la chaleur émise par les moteurs et la lumière, l'éclairage de ces caméras pour faire leur... Alors, elles n'ont pas fait ce nid, elles ont squatté un nid de rouge-queue pendant quelques temps, hein, elles n'ont pas vécu dans ce nid, elles sont restées quelques temps dans ce nid, ce sont des adultes là, mais voilà. Il y a d'autres petits problèmes avec les hirondelles en ville, hein, notamment le manque d'eau, le manque de boue pour pouvoir faire leur nid. Donc du coup, souvent, elles s'adaptent en squattant des nids qui ont été abandonnés. Alors à Toulouse, donc on a fait l'inventaire de la ville de Toulouse au niveau des espèces sauvages. Il y a à peu près, voilà, c'est le chiffre récent d'aujourd'hui, hein, 875 espèces végétales sauvages, spontanées. Ça veut dire qu'elles se ressèment toutes seules sur les trottoirs, un petit peu partout, les friches, les petits bois, les bords de rivières, de fleuves, etc. Et sur ces 875 espèces, il y en a à peu près un peu plus de 20% qui sont des espèces exotiques. Ça veut dire que 80% sont des espèces indigènes. Ça veut dire que la ville participe aussi à la sauvegarde d'une grande quantité d'espèces sauvages indigènes de notre territoire. Alors quand on fait un inventaire, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein, ni moi ni mes prédécesseurs immédiats, hein, puisque ici vous voyez ce sont des petites flores de Toulouse qui datent certaines de la fin du 19e siècle, début du 20e et puis années 60 pour celle de droite, la flore de la région toulousaine, ces modifications récentes. Donc d'autres naturalistes, d'autres botanistes se sont intéressés à la flore sauvage, pas tout à fait pour les mêmes raisons. Ils ont été plutôt, je vous présente ici l'extrait d'un de ces ouvrages de 1907, donc eux ils ont plutôt été une démarche tout à fait scientifique, très scientifique, pas du tout tournée vers le grand public, plutôt tournée vers
des enseignants, des étudiants ou des naturalistes. Mais ça nous permet d'avoir déjà un historique de ce qu'il y avait à Toulouse, par exemple en 1907. Et donc en lisant ces ouvrages-là, on s'aperçoit qu'à Toulouse, il y avait la nigelle de France, Nigella gallica, qui est une plante qui est devenue extrêmement rare aujourd'hui dans le Midi, et puis qu'on trouvait dans des cultures, moissons. Alors CC, ça veut dire très commun, thé à Toulouse, et puis quelques lieux, Pêche-David, Calvinet, Champs, le long de la Garonne, Agounon, etc. Donc tout ça sont des informations très intéressantes. En général, avant de partir sur les terrains, on fait de la bibliographie pour savoir qu'ont trouvé nos prédécesseurs sur le territoire à étudier. Voilà, il y a même quelque chose, alors c'est un petit clin d'œil, hein, un enseignant en primaire, hein, puisque c'est professeur de l'ordre des sciences de l'école primaire supérieure, alors c'est à mi-chemin entre le primaire et le début du collège, qui avait sorti une petite fleur de Toulouse, écrite spécialement pour ses élèves, et quand on la regarde, bon, on est étonné des connaissances végétales qui étaient passées aux élèves, parce qu'aujourd'hui, par contre, c'est plus du tout le cas. Moi, j'ai ma fille qui est en lycée, elle ne connaît, de par l'enseignement, elle ne connaît aucune plante commune des trottoirs toulousains. Voilà, ensuite, il faut passer à la phase terrain. Donc, on va ici, donc c'est dans un des champs de la régie agricole de Toulouse. Donc, c'est en ville, hein, c'est un petit champ qui est aux Amidonniers. On fait l'inventaire des parcelles, ici avec une étudiante. On ramène les plantes en laboratoire, on les met sous presse, et puis on fait un herbier. Donc ça, c'est un herbier de la flore toulousaine. C'est un herbier qui aujourd'hui comprend à peu près 800 entrées, qui fait partie des collections du muséum, qui a une vocation scientifique de témoignage de son époque, mais qui a aussi une vocation pédagogique. Cet herbier il a pour but d'être utilisé par les médiateurs, par moi, et puis par d'autres personnes, par qui veut en fait, puisque les collections sont des collections publiques. À partir du moment où on a un projet de recherche ou d'études ou de photographie, on peut venir consulter ces collections. Et cet herbier servira et sert pour cette démarche pédagogique. Une fois que cet inventaire est connu, on va assumer un autre de nos rôles ici au muséum, qui est la vulgarisation. Alors, plutôt que vulgarisation, pour moi, c'est le partage des connaissances que nous avons acquis auprès du grand public et assurer donc cette mission de service public qui est de partager ces connaissances. Alors, effectivement, ici, vous avez l'ouvrage Toulouse à nature au coin de ma rue. Alors malheureusement, vous pouvez vous le procurer qu'à Toulouse. Mais s'il y en a que ça intéresse, vous pouvez rentrer en contact avec moi et puis je vous mettrai en contact avec la boutique qui peut vous l'envoyer. On fait des panneaux aussi. Hein. La flore sauvage du centre-ville toulousain, c'est un grand panneau qui a été affiché à Toulouse. On fait un travail avec les scolaires. On travaille beaucoup au muséum avec les milieux scolaires de tous les niveaux, primaire, collège, lycée, pour faire de l'affichage, des travaux sur les cours d'école. C'est passionnant et puis ça passionne beaucoup les élèves et ça soulage aussi un peu les enseignants. Donc on se prête volontiers à cette occupation. Et puis on fait effectivement ce petit marquage. Alors c'est un marquage, alors ça c'est pris à côté du muséum, c'est un petit clin d'œil, vous voyez. On a eu une opération il y a une quinzaine d'années qui était de coller des étiquettes sur les trottoirs. Je ne sais pas si la suivante, non c'est pas encore ça. Donc coller des étiquettes avec le nom scientifique de la plante, nom commun et puis l'origine. Ici voilà quelque chose de plus... un peu moins élaboré, un peu plus rue, on va dire, le nom de la plante et puis une petite aussi anecdote avec ce côté sacré parce qu'en fait, c'est quand même important, mais quand même important dans notre démarche de communication de bien insister sur le fait qu'on va sacraliser beaucoup d'objets, de monuments, et puis le végétal, l'animal, on le considère comme étant quelque chose qui peut être coupé, ratiboisé, qui n'a pas trop sa place ou qui a sa place jusqu'à ce qu'il nous gêne. Mais personne ne se soucie de ces monuments qui peuvent aussi gêner, qui vont figer un paysage urbain dans une architecture qui est passéiste par exemple, et puis où on pourrait faire un parc urbain, etc. Et puis on ne le fait pas. Et alors par contre, quand il faut couper des plantes pour faire une place de voiture, on le fait sans aucun problème. Voilà, alors le dernier petit événement qui nous a fait connaître au muséum, c'est effectivement le fait d'avoir marqué avec un collègue dans un quartier toutes les plantes sauvages. Et donc du coup, on a marqué 80 espèces de plantes et ça a été assez bien reçu. Voilà, donc on n'est pas tout seul, bien sûr, c'est quelque chose on n'a pas inventé l'eau chaude là aussi, c'est quelque chose qui est largement partagé, et puis je voudrais vous faire découvrir, je pourrais vous passer après le PowerPoint, vous envoyer le PowerPoint à la ville, donc Sandrine qui fait du décor végétal en se servant des végétaux, voilà, c'est superbe, ça sensibilise pas mal à la présence du végétal.
Et puis on a l'opération ici à Toulouse des fleurs sur mon mur qu'on accompagne. Donc la municipalité met pour les habitants qui le souhaitent à disposition les trottoirs. Peut creuser donc des petits trous dans les trottoirs à partir du moment où le trottoir est suffisamment large et les habitants peuvent y planter, s'occuper, entretenir les plantes voilà, que vous voyez ici, de la capucine et puis ici un faux jasmin, à partir du moment où ça ne gêne pas la circulation piétonne. Et c'est une opération qui est assez bien suivie, que nous avons accompagnée dans le choix des espèces végétales, parce qu'il a fallu faire un choix pour pas que soit planté n'importe quel type de végétaux, hein, des épineux, des toxiques, etc. Et puis qu'on accompagne aussi dans la vulgarisation naturaliste. Voilà, donc ça c'est une image qui est faite pas très loin du muséum aussi. Voilà, bon, j'ai pas d'autres images, donc cette sensibilisation, elle passe aussi par du contact et il faut, on peut faire tous les panneaux qu'on veut. Vous savez, la ville, c'est un matraquage d'affiches, de panneaux, d'écrits, etc. On ne pourra jamais échapper à la sensibilisation sur le terrain, à la présence de médiateurs pour faire découvrir cette nature sauvage, pour faire découvrir comment on fait découvrir le patrimoine culturel. Et là, j'allais dire, il faut sortir des écrans parce que le végétal, l'animal, c'est quelque chose qui se touche, qui se sent, qui s'appréhende en mettant le nez dessus, qui se regarde à la loupe. Je n'ai pas fait une photo avec la loupe, mais on utilise souvent une loupe. Et puis qu'on voit évoluer dans le temps aussi. C'est pas figé, hein, comme avec une photo. Et donc, on abonde volontiers on se prête volontiers au jeu des sorties, des interventions, parfois au détriment de notre cœur de métier, hein, qui est quand même de nous occuper des collections. Mais il y a quand même aujourd'hui une urgence sur le vivant, sur le fait de connaître le vivant qui nous entoure et de le respecter, qui prime sur tout le reste, quoi. Voilà, donc on remplit aussi ces missions-là. Alors, pour autant, on se sert quand même du numérique. Et ici, par exemple, vous avez la page du Muséum de Toulouse et vous pourrez retrouver dans Parlons Sciences sur le Muséum de Toulouse quelques articles sur la biodiversité urbaine. Donc celui-ci dont je vous parlais, Arbres et arbustes sauvages et des trottoirs toulousains, avec beaucoup d'autres articles, y compris des articles sur les collections du muséum d'ailleurs, ou sur les événements du muséum. Ici, vous avez donc la direction du numérique de la ville de Toulouse qui a mis en place un portail aussi, vous voyez, hein, qui a été donc avec l'inventaire de la flore sauvage en milieu urbain. Donc c'est un gros fichier Excel avec la liste de toutes les espèces et beaucoup d'autres infos sur le nord occitan, sur la période de floraison, etc. De toutes les espèces végétales sauvages sur la commune de Toulouse. Et vous voyez, c'est quelque chose, bon, mais je l'ai téléchargé tout à l'heure, hein, on l'a mis en ligne en juin, et puis il a déjà été téléchargé 3249 fois. Donc c'est quelque chose, il y a une vraie demande là derrière, et pas seulement une demande de la part des naturalistes, mais aussi une demande du grand public, des urbanistes, des enseignants, voilà. Alors, quand on fait, bon, c'est un petit clin d'œil, hein, quand on fait de la sensibilisation, la principale chose qu'on a à faire, c'est surtout de déconstruire toute l'image qu'a la nature sauvage, une image qui est portée bien sûr par les médias, hein, mais qui est portée aussi malheureusement par des professionnels, par des enseignants, des naturalistes aussi, hein, donc des personnes qui sont dans mon secteur d'activité, tout type de personnes qui colportent à la fois des rumeurs et des fausses informations. Ici, vous avez 3 titres de la Dépêche du Midi de cette année. Regardez les titres, donc à chaque fois on diabolise la nature, hein. Les plantes exotiques invasives menacent la flore locale, les plants d'eau aux prairies, haro sur les mauvaises herbes au cimetière, encore une tortue dangereuse retrouvée sur les bords du canal du Midi. Bon, moi je les collectionne, hein, ces titres, hein. C'est vrai que ça me fait un peu perdre de temps, mais je les collectionne parce que c'est quand même assez extraordinaire de se rendre compte que on considère qu'une tortue aquatique, amphibie aquatique, donc qui vit dans le canal du Midi, et qui est exotique et dangereuse, alors qu'il est par exemple interdit de se baigner dans le canal du Midi. Et puis une tortue qui est dangereuse, alors que pour l'instant elle n'a jamais mordu personne, hein, tout simplement parce qu'elle va fuir le contact avec les humains, elle connaît son prédateur, elle n'est pas du tout dangereuse. Les plantes exotiques invasives menacent la flore locale, c'est complètement faux. Complètement faux. Alors ça aussi c'est quelque chose, c'est une rumeur, une idée reçue qui est bien véhiculée. Aucune espèce indigène en France n'a disparu du fait de l'introduction d'une espèce exotique, qu'elle soit animale ou végétale. Alors c'est d'autant plus faux que la photo est prise ici dans un plan d'eau complètement artificialisé. Vous voyez, il y a des gros cailloux à côté. Et donc l'artificialisation de ce plan d'eau a contribué à l'éradication, par contre, d'espèces indigènes et pas les plantes exotiques.
Bon, je pense que vous avez des exemples comme ça aussi. Hein. Alors nous, on essaie, entre naturalistes, on organise une veille sur les journaux locaux pour pouvoir répondre tout de suite aux mauvaises informations qui sont véhiculées par la Dépêche, par exemple, ou la Voix du Midi ou d'autres, pour ne citer que. Et notamment ici, la photo qui a été prise, c'est une tortue alligator. Il n'y a pas de tortue alligator sauvage dans le canal du Midi. Hein. Il y a des tortues serpentines qui sont des grosses tortues, mais ce ne sont pas des tortues alligator. Mais les tortues alligator, ça fait mieux. Alors, juste un petit mot pour vous dire, la biodiversité, ça sert à quoi? En fait, la biodiversité en milieu urbain, ça sert à quoi? La biodiversité, quand j'entends dire la biodiversité, elle est utile pour nos activités, il faut la protéger, etc. Elle est utile pour les jardins. En fait, non. La biodiversité, on pourrait très bien se passer de biodiversité. Des films, vous avez peut-être en mémoire des films comme Soleil Vert, Blade Runner, Star Wars, etc. Des mondes comme ça, entièrement mécanisés, minéralisés, etc., où les humains mangent des triangles verts, enfin voilà, des trucs comme ça. C'est tout à fait possible. On peut très bien éliminer, éradiquer toute la biodiversité et continuer à vivre sans aucun problème. Par contre, pour ça je reprends un article de Plantes et Cités, qui est une superbe association qui fait un très très beau travail sur la nature en ville. La biodiversité et cette nature sauvage, je vous invite, vous pourrez prendre les références et puis à lire cet article, il est disponible en PDF sur le net. Elle est utile pour notre cadre de vie, pour notre santé mentale et pour apaiser toutes nos relations en milieu urbain qui sont souvent des relations un petit peu violentes, agressives. Alors, faire accepter cette biodiversité, c'est faire accepter des bestioles et des plantes qui sont pas forcément, qui ont souvent entraîné des phobies ou des réflexes d'éradication. Ici, par exemple, vous avez une petite menthe religieuse qui est le diablotin, qui est une magnifique espèce, mais bien souvent, les insectes sont mal considérés. Ici, vous avez une couleuvre verte et jaune en bas à droite qui est présente dans une friche au centre-ville de Toulouse. Et alors pareil, les serpents bénéficient d'une très mauvaise image, même si c'est une espèce indigène qui fait partie de notre faune locale depuis l'origine de l'humanité au moins. C'est une espèce qui a une très mauvaise image, qui véhicule des phobies qui sont encore très présentes chez la plupart des citadins. Pourtant, c'est une espèce protégée. Donc en plus de sensibiliser à sa présence, il faut aussi qu'on sensibilise, et le muséum le fait, sensibilise à la protection de ces espèces, parce que dans le respect de la loi, on doit protéger aussi ces espèces, ne serait-ce que pour ça. Alors, voilà la fameuse tortue du canal du Midi, c'est une tortue serpentine, donc ici retrouvée dans le canal du Midi, et puis remise à l'eau, parce qu'après tout c'est une espèce sauvage, même si c'est une espèce exotique, moi de mon côté je préfère qu'elle vive dans un milieu libre pendant les 70 ans que va durer sa vie, plutôt qu'en captivité dans un bassin, dans une ferme aux tortues, donc voilà. Et ces espèces-là, il ne faut pas oublier que c'est nos activités qui les ont introduites ici, et ce sont des espèces qui naturellement, alors pour les espèces animales, ont cherché à s'échapper. Et pour les espèces végétales, exotiques, se sont répandues dans des milieux qui leur convenaient. Voilà, comme ici par exemple l'ambroisie. L'ambroisie, c'est une espèce, vous connaissez certainement, qui est présente en milieu urbain et qui est une plante allergène. Donc il y a pas mal de gens qui sont allergiques au pollen d'ambroisie. C'est une espèce qui vient des États-Unis, enfin du sud des États-Unis, nord du Mexique. C'est une plante allergène, il y a un plan d'action pour lutter contre la présence de cette plante, mais quand on forme des médecins à la présence, aux plantes allergènes, comme on l'a fait au muséum, personne ne se pose la question de savoir pourquoi les plantes sont allergènes, par exemple. Pourquoi nos systèmes immunitaires sont déficients. Et alors qu'on va éradiquer cette plante du milieu urbain, la pollution issue des véhicules automobiles ou d'autres types de pollution choque personne. Il y a toujours de plus en plus de voitures, toujours de plus en plus de polluants. Par contre, une espèce sauvage, naturelle, c'est une espèce naturelle, même si elle vient des États-Unis, c'est une espèce qui est naturelle. Là, ça peut poser des problèmes. Il y a un paradoxe qui est phénoménal à ce niveau-là. On travaille beaucoup là-dessus, dans la sensibilisation. On travaille aussi beaucoup sur les idées reçues. Le lierre étouffe les arbres. Vous voyez ici, ce sont des employés municipaux qui ont enlevé le lierre, qui ont coupé le lierre d'un platane, alors qu'en fait, ce lierre, il est bénéfique pour le platane. Il va rajouter de la longévité au platane parce qu'il va ombrager son écorce qui sinon peut prendre de véritables coups de soleil. Il va entretenir toute une petite faune qui va bénéficier au platane et il va, quand il se fait un véritable manchon, il va même diffuser
le vent, vous savez, il y a beaucoup de vent d'automne à Toulouse, diffuser le vent, ce qui va réduire la force du vent sur le tronc. Alors tout ça, alors bien sûr, et puis bien sûr, il ne va pas étouffer le platane, hein. Le lierre, c'est un tissu qui est mou, qui ne va pas du tout étouffer les arbres. Alors la protection et la sensibilisation fonctionnent, mais pour autant, il ne faut jamais lâcher le morceau, si j'ose dire, parce que, par exemple, ici, vous avez des arbres qui sont un peu mieux valorisés. Donc, on leur ménage un peu plus d'espace parce que si je vous montre, par exemple, cette photo, alors c'est une autre photo. Non, je l'ai pas mise, bon, c'est pas grave. Donc, avant, les arbres, ils avaient le bitume allait jusqu'au ras de l'écorce. Aujourd'hui, on fait des espaces un petit peu plus grands sur ces arbres. Mais par contre, vous voyez, hein, tout le mobilier urbain, où est-ce qu'on va l'entasser? Le béton en plus, où est-ce qu'on va le balancer? Ici, au pied de l'arbre. Tout le monde s'en fout, en fait. Les racines à nu, comme ça, c'est pris cette année. Hein. Les racines à nu, c'est pas grave. En pleine saison de végétation. Donc, vous voyez, ce sont des paradoxes aussi. Il faut continuer à sensibiliser au fait que l'arbre, les plantes, ce sont des êtres vivants. Voilà, et pas du tout des êtres qu'on peut poser comme des objets. Ici, c'est une plantation récente, mais plantée dans un sol asphyxique, tassé, compacté, un nouveau matériau urbain qui est très mauvais. Hein. Le seul matériau qui convient à un arbre et à toutes les plantes, c'est du sol. C'est un sol, c'est avec de la terre, avec des horizons, etc. Mais à partir du moment où on compacte un sol, on ne peut pas avoir des arbres jolis. Et là, vous voyez, cet arbre en apparence, il était joli, puis en fait, il n'avait plus de racines. Un champignon l'avait complètement bouffé. Voilà, on essaie aussi de déconstruire ce type de paysage. Hein. Ça, c'est à Albi, donc à côté de la cathédrale d'Albi, des chênes verts qui sont taillés comme des téléviseurs. Ça aussi, c'est plus possible. On ne peut pas considérer le vivant comme étant quelque chose qui va se plier à nos caprices. Il faut aussi accepter, quand on le plante en ville, de planter les bonnes espèces. Hein, si c'était pour faire ce genre de paysage, autant ne pas planter de chênes verts. Des arbres qui peuvent devenir magnifiques, avoir presque 40 mètres d'envergure, 7-8 mètres de haut, etc. C'est ridicule. Hein, c'est du bonsaï grandeur nature, c'est vraiment ridicule. Ce genre de vision du vivant complètement passéiste n'est plus possible aujourd'hui pour moi. Et pour le public aussi, qui est beaucoup sensibilisé à ce vivant. On ne peut plus non plus faire ce genre de choses. Pour moi, ce sont des messages que les municipalités ne peuvent plus véhiculer. Ici, déposez votre sapin usagé. Un sapin, ce n'est pas un objet. C'est un être vivant qu'on a coupé, qu'on a utilisé pour Noël, et puis qu'on a balancé, mais c'est quelque part, c'est pas normal. Un sapin, quand on le plante, il a une longévité possible de 5, 600, 700 ans. Et là, le couper au bout de 4 ans, juste pour assouvir une période de 15 jours, 3 semaines, ou poser des cadeaux, mais en fait, c'est surréaliste, en fait. Hein. Bon, ça c'est un avis personnel, mais qui est bien partagé quand même par pas mal de gens aujourd'hui. Voilà, on fait de la sensibilisation aussi à Toulouse sur la végétalisation de ces grands espaces. Et donc, nous sommes en lien, le muséum est en lien avec les cabinets d'urbanisme de la ville pour éviter qu'on reproduise aussi ce genre de choses. Hein, dans une ville où il fait 40 degrés en été, faire ce genre d'esplanade avec donc des chaises, vous le connaissez, ça peut être des chaises fixées sur le sol, donc inamovibles, et puis loin de quelques cyprès taillés en flèche comme ça, qui ne font aucun ombrage, c'est surréaliste en fait de voir encore ce genre de paysage. En plus, dans un quartier qui est difficile, où justement le végétal, la présence du végétal pourrait ramener un peu d'apaisement, ou du rassemblement, pour discuter sous un arbre, plutôt que sur des chaises en plein soleil qui sont en plus à une distance de sécurité phénoménale, quoi. Alors voilà, juste donc quelques petites minutes sur quelle nature préserver. Effectivement, vous avez bien compris, moi je fais la différence entre une nature qui est cultivée en jardinière, bien compartimentée, souvent très mal choisie pour orner et faire un petit peu un effet végétal qui est pareil, hein, pas super bien vu, qui souvent entraîne un dépérissement des végétaux à très court terme. Nous faisons le choix aujourd'hui, même avec la ville de Toulouse, de travailler sur une nature plus durable, une nature sauvage et une nature aussi domestiquée qui est plus durable, qui fasse de vrais paysages qui sont longévifs, qui sont compris par le public
et qu'on peut appréhender, nous, beaucoup plus facilement dans nos discours de sensibilisation. Parce qu'évidemment, quand on parle de végétaux, et puis que derrière, il faut les tailler, les arroser, les entretenir, avec toutes les contraintes aujourd'hui de coût, de temps, de climat, qu'il faut, on préfère sensibiliser à la présence, par exemple, de ce coquelicot sur un trottoir qui gêne personne, en fait, dont les racines ne vont certainement pas exploser ni le bitume, ni le trottoir, et puis qu'il suffit de laisser. Tout simplement, c'est-à-dire que la personne qui vient nettoyer les trottoirs à cet endroit-là, en fait, elle fait la part des choses et en disant le coquelicot, il gêne personne, donc je le laisse. Et il va certainement pas arrêter une voiture. Alors évidemment, sur des monuments comme le Pont Neuf, on ne peut pas laisser ce genre de figuiers qui vont déchausser par contre les pierres qui sont des pierres multiséculaires ici, puisque le pont date du XVIe. Mais on peut très bien laisser ces petits orpins sur les toitures parce que non seulement ils ne vont pas empêcher l'écoulement de l'eau, mais en plus ils vont participer au rafraîchissement de l'atmosphère, ils vont participer à l'apport et la venue d'un grand nombre d'insectes et donc l'apparition de biodiversité qui est bénéfique aussi pour l'enseignement et pour la pédagogie, quand les classes, plutôt que de prendre le bus et puis de sortir dans un milieu sauvage, peuvent aussi sortir en ville et puis observer une grande quantité de biodiversité pour sensibiliser aux vivants, à la photosynthèse, au déplacement, au vol, etc. Voilà. Je vous prends juste une petite photo pour vous montrer comment on a l'habitude de traiter les arbres. Alors, il y a quand même 2-3 exemples qui sont pas trop mal. Ici, cet exemple avec les grilles qui permettent l'enherbement, c'est bien. Mais il se fait encore ce genre de choses. Donc, du bitume, donc la terre qui est complètement recouverte de bitume, d'un enrobé qui va tuer les arbres. Plusieurs arbres à Toulouse, donc des platanes séculaires, sont morts du fait de la mise de ce matériau. Un arbre, il a besoin de place. Alors effectivement, quand vous voyez ce microcoulier en dessous qui vide ce petit espace, on se dit mais c'est incroyable. Oui, c'est incroyable parce qu'en fait, il y a une ténacité du vivant qui est phénoménale par rapport aux contraintes qu'on peut lui poser. Et ne serait-ce que pour respecter cette ténacité, on pourrait aussi accorder un peu plus de place à ce vivant-là sans que ça gêne nos activités. Voilà, comme ça par exemple, avec un pied d'arbre qui est bien végétalisé tout seul. Voilà, donc après, ce qui est important en milieu urbain et quand on a la chance d'avoir des cours d'eau, c'est de préserver les berges des rivières et canaux. C'est aussi de préserver les surfaces agricoles urbaines. La régie de Toulouse, par exemple, je le présente ici, a 300 hectares. Donc à Toulouse, il y a 300 hectares de terres agricoles qui sont encore cultivées en bio depuis une dizaine d'années maintenant. Et ce sont des terres qui avant étaient des réserves foncières. Et aujourd'hui, ces 300 hectares vont rester des terres agricoles. Alors, tout à l'heure, on parlait de participation citoyenne. On peut échanger à ce sujet. La participation citoyenne, elle est essentielle. Elle est beaucoup moins évidente sur la saisie de données et l'inventaire en milieu urbain parce qu'en fait, on se rend compte qu'on peut avoir très vite un très grand amoncellement de données issues de ces inventaires faits par les Toulousains et Toulousaines. Par contre, derrière, il n'y a pas le personnel pour traiter ces données, pour analyser ces données, pour les restituer aussi. Et ça, c'est un gros problème parce que ça peut décourager les gens de participer à des portails citoyens de saisie de données et de ne pas avoir de retour. Et en fait, c'est ce qui se passe. Avec toutes les sciences citoyennes qui y a en cours autour des papillons, des escargots, de la flore, etc., il y a très très peu de retours qui sont faits. Et moi, je comprends, il y a une frustration certaine d'avoir participé à quelque chose qui ne bénéficie pas finalement au plus grand nombre. Et voilà, il ne faut pas oublier ça. Alors là, je vous montre une photo il y a quelques années d'un chantier de nettoyage de la Garonne, de tous ces déchets. Vous voyez, pour faire pareil, pour pondérer la présence de, entre guillemets, mauvaises herbes en ville. Je pense qu'on a un tas de comportements à changer avant de s'attaquer à d'autres problématiques posées par des plantes ou des animaux qui peuvent être envahissants et qui, bien évidemment, il faut limiter sans avoir pour volonté de les éradiquer. Voilà, et puis je finis sur cette diapo. Bon, j'ai fait un peu rapidement, je suis désolé, je parlais un peu vite, je voulais quand même tout vous montrer dans ce temps et vous montrer que le monde a changé aujourd'hui. Moi, j'ai grandi à Toulouse. Quand dans mon adolescence, tout le monde se foutait complètement des plantes, des animaux sauvages. Aujourd'hui, quel que soit les milieux d'où on vient, les personnes sont sensibles, accueillent
cette biodiversité accueille le vivant avec beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus aussi de soucis du respect de la vie. Et j'allais dire, au muséum, la première chose qu'on essaie de faire passer avant ce respect de la biodiversité, c'est le respect du vivant, tout simplement. Voilà, le respect du vivant. Alors, le respect du vivant, il commence par des actes très simples. Il commence par ne plus tuer systématiquement tous les animaux qui nous entourent, y compris les plus petits, les moustiques, les mouches, etc. Ne plus désherber inutilement devant son trottoir, sur ses parcelles, et puis laisser le maximum de place. Et aujourd'hui, c'est un discours qui porte, qui est... on sent qu'il y a une réception, voilà, là-dessus. Voilà, bon, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'est passionnant, c'est nous qui vous remercions. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? J'invite tout un chacun à prendre la parole, lever la main ou... Bon, voilà. Sinon j'ai dit pas mal de choses, donc c'est vrai que... Alors, moi j'ai une question. Qu'est-ce que vous avez observé comme démarche, on va dire peut-être empirique, qui permettent face à la nature en ville, en termes de gestion derrière, de sélectionner entre guillemets ce que l'on garde, ce que l'on enlève. Vous avez indiqué le coquelicot et l'employé municipal finalement qui en passant peut faire le choix, on va dire intuitu personnel peut-être, de ne pas l'enlever, mais néanmoins tout ça s'encadre forcément dans quelque chose d'un peu plus organisé, parce qu'on ne peut pas se poser la question à chaque plante. Et sur la question de la patrimonialité aussi, est-ce que vous avez observé, voilà, à Toulouse, de cette manière de poser des critères pour le faire ? Oui, alors il y a quelque chose qui est très important dont je n'ai pas parlé et qui est nouveau aussi, c'est la communication qui se fait aujourd'hui entre les naturalistes et donc les gens qui ont des connaissances naturalistes, et puis d'autres milieux comme les services d'urbanisme, les services de la voirie. Il faut bien reconnaître qu'il y a encore quelques années, tous ces secteurs d'activité étaient très cloisonnés et les naturalistes restaient entre eux, faisaient des bouquins pour les naturalistes. Voilà, donc bon, vous le savez, ce phénomène, quand on va voir un film qui sensibilise à la nature, il n'y a que des gens dans la salle qui sont déjà sensibilisés à la nature. C'était le même problème avec les naturalistes. Aujourd'hui, en milieu urbain, il y a beaucoup de naturalistes qui tissent des liens, et beaucoup d'urbanistes qui essaient aussi de tisser des liens. Et alors donc la solution pour le choix de ces espèces, alors le choix de ces espèces, c'est pas vraiment un choix de ces espèces, mais pour indiquer effectivement comment vivent ces espèces, les contraintes qu'elles peuvent poser, les problèmes qu'elles peuvent poser et les bénéfices qu'elles peuvent apporter, c'est de faire collaborer, comme nous on essaie de le faire ici à Toulouse, et ça marche assez bien. Après c'est une très grande ville, avec des gens qui, vous savez, dans les services on ne reste pas forcément très longtemps, donc on forme des gens et puis ces personnes partent et puis il faut reformer des gens, et dans tous les cas c'est un travail de longue haleine, donc il faut qu'il y ait des sessions de formation, des sessions sur le terrain, par exemple avec le jardin espace vert qui gère les arbres d'alignement. Il faut que, s'ils n'ont pas les compétences en interne, il faut qu'ils soient accompagnés par des naturalistes. Et les villes aujourd'hui tissent des partenariats financiers aussi, donc parce que ça c'est du temps. Donc les naturalistes passent du temps. Les associations sont rémunérées pour cette prestation. Mais la voirie, les jardins espaces verts sont accompagnés dans, on va dire, la connaissance de ces espèces-là. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut à tout prix mettre en avant, c'est la rédaction d'ouvrages, la rédaction de dépliants, d'affiches, en format numérique aussi, d'informations sur toutes ces espèces végétales et animales. Les contraintes éventuellement qu'elles peuvent poser, par exemple, on peut très bien dire, c'est vrai que vous pouvez dire, par exemple, il y a de l'ambroisie dans la ville de Fontainebleau, si vous voyez cette plante, comme elle a un fort pouvoir allergène, coupez-la et mettez-la au compost. Bon, voilà, mais par contre, inutile de balancer du désherbant, par exemple, il suffit de la couper. Si vous voyez un rat, effectivement, bien sûr, vous n'allez pas accepter des rats dans votre maison, on le comprend tout à fait, mais il est inutile de vouloir éradiquer le rat. Je vous parle de ça parce que, par exemple, à Toulouse, il y a une quinzaine d'années, il y a eu un plan d'éradication des ragondins. Les ragondins, c'est un très gros rongeur qui vient des Amériques. Et ce plan d'éradication, comme il était visible par tout le monde, ce sont des cages qui étaient posées, et puis après, les ragondins étaient tués. Pas devant tout le monde, mais il a rencontré une petite opposition
la part des citoyens, pas trop quand même, une petite opposition. Et du coup, la mairie s'est justifiée, la municipalité s'est justifiée en disant que les ragondins détruisaient les berges. Alors, détruire les berges quand on est en milieu urbain et que la majorité des berges sont déjà enrochées artificiellement, c'est quand même quelque chose d'énorme, quoi. Et on ne peut pas taxer le ragondin de détruire les berges. Le ragondin, c'est un animal sauvage, il fait des trous dans les berges, mais ces trous, ils sont utilisés par d'autres espèces, les végétaux, ils poussent dessus. Alors que nous, quand on fait un enrochement, on ne peut pas le faire. Donc, vous voyez, alors, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, les naturalistes se sont décidés aussi à ne plus faire de l'entre-soi et à aller communiquer, à prendre de leur temps pour former, sensibiliser dans les écoles, les professionnels, voilà, et puis les collectivités. C'est important parce que les collectivités, aujourd'hui, ont développé, vous savez, depuis maintenant quelques années, ce qu'on appelait des agendas 21 à l'époque, mais aujourd'hui, il y a des services écologie urbaine, développement durable, et il y a toujours un service qui va s'occuper de l'environnement. Et donc, dans ces services environnement, les personnes qui sont embauchées ont souvent les personnes ressources ou connaissent les personnes ressources pour faire ce genre de formation sur les plantes, sur les animaux, sur leur gestion. Parce que, évidemment, il faut faire de la gestion. Évidemment, au bout d'un moment, si vous laissez un figuier sur un trottoir, plus personne ne pourra circuler, c'est sûr. Mais ce qu'on peut faire aussi, ce figuier sur le trottoir, on peut aussi très bien le plaquer contre un mur et puis le laisser se développer en hauteur pour qu'il fasse de l'ombrage sur le trottoir et puis qu'il n'empêche pas le cheminement. Donc voilà, pour moi, pour répondre à votre question, c'est vraiment de tisser des liens avec des professionnels de la nature, entre guillemets, professionnels entre guillemets, hein. Les musées, muséums, associations, conservatoires espaces naturels, conservatoires botaniques, mais aussi, pourquoi pas, les fédérations de chasse, les fédérations de pêche, contiennent des personnes ressources. Pour ça. Merci beaucoup pour cette réponse sur cette question qu'on pressent forcément un peu comme épineuse, de savoir comment on le gère au quotidien, après. Quand vous parlez de gestion, on a cru quand même comprendre qu'il y a, et je donnerai la parole après à M. Comollet entièrement, mais il y a nécessité d'un passage annuel en termes de gestion, c'est-à-dire que tous les ans on enlève. Est-ce que c'est systématique, toute espèce confondue? Est-ce qu'il y a une variabilité de l'une à l'autre? Est-ce qu'on a... Oui, alors le passage annuel, oui, il y a une variabilité selon que vous êtes en face de plantes qui sont des herbes ou des arbres qui ont des croissances un peu moins rapides, donc vous avez plus de temps. Mais c'est vrai que sur les herbes, si vous laissez un endroit s'enherber pendant un an, il devient complètement envahi. Ça, c'est sûr qu'il faut un passage annuel. Alors, autre chose dont je n'ai pas parlé aussi, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi responsabiliser les personnes qui n'ont pas de trottoir, qui n'ont pas de porte, pour qu'elles limitent elles-mêmes les végétaux, alors si elles le veulent bien sûr, hein, puisque bon, c'est une compétence de la ville, hein, mais qu'elles limitent elles-mêmes la présence des végétaux si ça les gêne. Et en les sensibilisant au fait que ces végétaux, à partir du moment où ils ne gênent pas la circulation et que ça ne les gêne pas à eux, la mairie va les laisser. Donc ça aussi c'est... pour moi, l'implication des citoyens, elle se fait aussi à ce niveau, c'est-à-dire qu'on a un peu trop délégué à la ville la gestion de toute la nature sauvage. Et la gestion de la nature sauvage, elle est l'affaire de tout un chacun. Alors avec des moyens propres, entre guillemets, hein, c'est-à-dire sans utiliser de produits phytosanitaires ou de lance-flammes, quoi. Utiliser une binette ou arracher à la main, ça suffit largement à enlever toutes ces plantes. Mais effectivement, dans les endroits qui ne sont pas les plus fréquentés, hein, et souvent dans les quartiers péri, centre-ville, il faut qu'il y ait un passage annuel, sinon des trottoirs peuvent être complètement envahis d'herbe. Et effectivement, là, quelqu'un qui pousse une poussette ou une personne en fauteuil roulant qui a du mal à se déplacer va avoir du mal à se déplacer sur les trottoirs, ça c'est sûr. L'aveugle avec une canne, il ne pourra pas analyser le trottoir ici. Là. Donc, bien sûr, il y a quand même un devoir d'entretien de la voie publique. La voie publique, elle ne peut pas être le refuge de toute la vie sauvage. Voilà, ce n'est pas le cas. Mais il existe dans les villes suffisamment d'espaces délaissés, non fréquentés, qui peuvent servir de point de fixation de cette vie sauvage. Et la vie sauvage, ce qu'elle a besoin, en fait, dans nos grands centres urbains, alors une ville comme Toulouse, qui est très étendue, qui comprend quand même, avec sa métropole, presque 1 million d'habitants, c'est important de ménager des îlots, plus ou moins grands, mais des îlots qu'on va garder en sauvage complètement, c'est-à-dire pas les toucher du tout, pour que les espèces fassent des petits sauts de puce et que les villes ne soient pas des barrières à la fois nord-sud, est-ouest, à la migration et au déplacement des espèces.
par exemple des oiseaux migrateurs, des petits passereaux migrateurs qui ont besoin de se reposer assez souvent. Les villes, alors bon, Paris c'est un exemple extrême, mais même une ville comme Toulouse, ça peut être très long à traverser. Et l'oiseau va quand même traverser. Alors s'il a un point de repos, que ce soit les jardins du muséum par exemple, où il y a un espace nature de 3 hectares qui est entièrement préservé à cette fin, ou il y a un jardin de quelques dizaines de mètres carrés qui est bien visible du ciel et qui est entièrement sauvage, ces petits corridors, mais qui sont des petits espaces, permettent aux espèces de faire des sauts de puce comme ça et puis de franchir nos grands centres urbains. Merci beaucoup. Alors, il y a une question de M. Comalet-Tirman à qui je donne la parole, et tout de suite après, il y en aura une de Mme Laura Guinaud. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, à Toulouse, comme d'autres villes, il y a beaucoup de milieux rocheux, enfin le milieu bâti qui sert à abriter des espèces végétales ou animales qui sont originellement des milieux rocheux. Il y a certains problèmes qui se posent lors des rénovations, par exemple, ou aussi lors de la construction de nouveaux édifices. Et donc, c'est important qu'il y ait des naturalistes qui travaillent avec le BTP, par exemple, je voulais savoir s'il y avait des expériences innovantes sur ce sujet-là à Toulouse, parce qu'on voulait faire un petit peu comme ça à Fontainebleau, mais on a vu qu'il y avait des choses qui se passaient à Toulon pour les bâtiments, pour les hirondelles. Oui, alors tout à fait. Alors c'est plus vrai pour la faune, pardon, parce qu'effectivement aujourd'hui, dans la rénovation du bâti, on doit tenir compte de la présence d'hirondelles. Et souvent, comme le bâti est plus lisse qu'avant, par exemple à Toulouse, le centre historique est construit en briquettes, avec un mortier assez épais. Et donc dans ce mortier et sur ces briques, les hirondelles arrivaient à fixer leur nid. Aujourd'hui, dans les rénovations des bâtiments, il y a un enduit qui est mis qui empêche les pigeons de venir grignoter la brique. Vous savez, les pigeons, ils grignotent la brique pour se tapisser le gésier contre les agressions mécaniques de ce qu'ils mangent. Et donc, du coup, ça favorisait plus les hirondelles. Alors, donc, dans l'urbanisation, il y a des petits pitons qui sont fixés en haut des bâtiments, sous les avant-toits, pour permettre aux hirondelles de venir se fixer. Pour la flore, alors, je peux vous partager quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que, oui, on travaille aujourd'hui avec le service d'urbanisme de la ville de Toulouse, et notamment sur un gros projet qui est une grande île à Toulouse, qui est l'île du Ramier, qui est complètement réaménagée, où il va y avoir un parc botanique. Il y a tout un ensemble de bâtiments qui ont été détruits pour laisser place à des zones de loisirs qui intègrent ces zones de loisirs et une place importante pour la nature sauvage et cultivée. Et dans le bâti qui va être fait, donc forcément il y aura un peu de bâti de fait pour de l'accueil, il y a une réflexion qui est faite autour de jardinières, de balcons, de murs végétaux, voilà, mais assez intelligemment, parce que vous avez dû voir fleurir un peu partout ces murs végétaux verticaux. Ce sont des murs qui sont très artificiels parce qu'il faut les entretenir en les arrosant fréquemment. Le matériau sur lequel ils poussent, ces végétaux poussent, demande beaucoup aussi d'entretien. C'est pas très très évident. Là, le but, c'est de pouvoir faire quelque chose de durable dans le bâti. Par exemple, des jardinières, comme ça se faisait dans les années 70 d'ailleurs. Il y a plein de bâtiments, d'immeubles qui, dans les années 70, intégraient ces jardinières sur des balcons avec de grandes jardinières pour pouvoir faire pousser les choses, mais laisser aussi la nature revenir. Et là, je voulais parler d'un projet où le muséum participe, c'est le projet Morphobiote. C'est un projet qui est porté par l'école d'archi de Toulouse et l'école du paysage de Marseille. Et donc, le muséum fournit une expertise sur la flore et la faune. Et ce projet Morphobiote, il a pour but d'identifier dans Toulouse le bâti qui va favoriser la biodiversité. Alors, la biodiversité sauvage et cultivée ou domestique. Voilà, donc on est en plein dedans. C'est un projet qui s'étale sur 2 ans. On vient de finir la première année, on va passer à la seconde année. Donc là, surtout l'analyse des résultats. En fait, c'est assez étonnant parce que j'ai visité avec les personnes des écoles d'archi et paysages les quartiers qui ont identifié et les bâtis qui ont été identifiés. Et on se rend compte qu'effectivement, donc on a 5 bâtis, 5 quartiers qui sont plus ou moins récents, depuis la fin du 19e jusque dans les années 2015, donc des quartiers qui viennent d'être faits. On s'aperçoit qu'en fait, il y a une différence de biodiversité et qu'il y a des bâtis, des pratiques, des occupations d'espace qui vont favoriser la biodiversité et d'autres, par contre, qui éradiquent tout, quoi. Mais plus important que le bâti, alors le bâti, c'est important, hein.
Le bâti, c'est important. Mais plus important que le bâti, on s'est rendu compte dans cette étude, on est en train de se rendre compte que c'est la vision des personnes et l'acceptation de la nature qui va faire l'acceptation de la biodiversité dans des quartiers, même très minéralisés. Et par exemple, dans un quartier comme Vidayan, à Balma, qui est très minéralisé, les personnes qui sont venues habiter dans ce quartier récent sont dans une acceptation presque innée de cette nature en ville. Et donc, du coup, ça choque personne de voir des trèfles, des lièvres grimper sur des façades, etc. A contrario, dans un quartier alors que l'espace pour les végétaux sauvages est très petit, parce qu'il faut loger aussi beaucoup de personnes sur un espace réduit. A contrario, dans une cité des années 70, une cité un petit peu, qui est aujourd'hui devenue une cité un peu recherchée, qui est la cité Anseli à Toulouse, où l'urbaniste de l'époque avait choisi de laisser de très grands espaces verts. Il y a moins de biodiversité dans une surface qui est 10 fois plus importante que dans cette surface dont je vous parlais dans ce quartier récent. Pourquoi ? Parce que les gens, depuis les années 70, ont pris l'habitude de tondre 11 fois par an les espaces engazonnés. Et donc, en fait, en tondant 11 fois par an, on sélectionne une biodiversité qui va supporter ces tontes-là et qui est très faible et très réduite. Les arbres sont aussi très taillés, alors qu'il y avait un parc urbain magnifique, et ils sont en train de se déliter. Donc, petit à petit, cette cité qui a été construite sur un château avec un grand parc urbain qui a été préservé avec des arbres séculaires, ces arbres n'ont pas été renouvelés, ils se sont éteints petit à petit, et du coup, il y en a encore beaucoup de présents, j'exagère, mais du coup, la biodiversité des oiseaux est en train de régresser parce que tout simplement les supports arborés disparaissent et il n'y a pas de renouvellement. C'est-à-dire que les gens vont garder des pelouses bien rases, bien propres, bien importantes, et du coup, vous voyez, il y a moins de biodiversité dans un espace où a priori il devrait y en avoir 2 ou 3 fois plus que dans un espace très minéralisé parce que les gens acceptent cette nature et la demandent même. Voilà. Merci beaucoup. Madame Guido ? Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends bien. Merci pour cette conférence. Je me demandais, à Fontainebleau, actuellement, on a la rénovation d'une place en centre-ville qui est la place de l'Étape. Et je me demandais quel était pour vous, si ça existe, un rapport, le meilleur rapport, vous voyez, minéral, végétal, s'il faut un certain nombre d'arbres, s'il faut un certain nombre, parce que j'ai vu les plans, j'ai vu le, voilà, je suis pas loin je suis dans ce quartier-là, donc voilà, et je suis pas loin aussi de la place de la République qui elle est extrêmement minérale, où il y a vraiment, c'est un parterre blanc alors ça sert pour le marché, c'est super, mais en fait les arbres sont dans des gros pots. Et j'ai pas l'impression que ça va être très différent sur la place de l'Étape. J'ai l'impression que l'équilibre sera pas très bénéfique pour la biodiversité. Et voilà, c'est une question qui me vient comme ça. Oui, merci. Alors, ce que je peux répondre d'expérience de la ville de Toulouse, où on a chaque année, il y a des rénovations de places, donc c'est un petit peu la même problématique. Alors bien sûr, toutes les places sont différentes. La première des choses, c'est que les végétaux qu'on choisit de planter, les arbres qu'on choisit de planter, il faut absolument les planter en pleine terre. Même si le sol n'est pas très épais, il faut les planter en pleine terre et il faut qu'ils s'affranchissent le plus possible d'un entretien permanent. Donc il faut éviter aussi de mettre de l'arrosage automatique. Donc en faisant en sorte de planter l'arbre le plus jeune possible, et à la bonne période. Alors tout ça, bien sûr, on le comprend, c'est difficile pour les municipalités. C'est difficile parce que les municipalités, elles veulent un effet visuel de suite. Donc avec un arbre déjà qui fait 4 mètres de haut, qui fait une boule, et puis qui en 2 ans sera bien visible. Ensuite, elles veulent aussi que... C'est pour ça que c'est quelque chose, et c'est là où les citoyens, ils ont une importance, et qu'aujourd'hui, cette démocratie participative mise en place dans les quartiers, elle est importante. Il faut participer aux réunions, parce que les municipalités, elles ont encore l'impression que les gens veulent voir les façades des bâtiments, que les façades sont merveilleuses, qu'il faut absolument les mettre en valeur. Bon, à Toulouse, il y a plein, par exemple, je pense à la façade du Capitole, où il n'y a pas un arbre, sur la place du Capitole, qui est une place hyper minéralisée. Voilà, donc il faut dégager cet espace-là. En fait, c'est pas vrai.
c'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, les citadins, ils veulent du végétal. Mais encore faut-il se faire entendre. Et les personnes, bon, je pense que c'est vrai à Fontainebleau comme ailleurs, les personnes qui se font le plus entendre, ce sont souvent celles, malheureusement, qui râlent parce qu'il y a du végétal. Il faut vraiment participer aux réunions citoyennes, il faut participer à la démocratie participative. Vous avez vu, je pense, le film Demain, ou peut-être vous en avez entendu parler. Il n'y a que comme ça qu'on pourra changer les mentalités à ce sujet. Alors, comment faire avec une place? Une place, pour qu'elle soit bien faite, dans tous les cas, il faut, à mon avis, deux choses. Il faut limiter au maximum la place de la voiture, qu'il n'y ait pas de parking dessus, par exemple. Normalement, je crois que ça a été pris en compte. Ça, en fait, d'une voie à deux sens de circulation, on passe à un et je crois que les places seront vraiment très très limitées. On laisse plus la place aux piétons. Voilà, alors ça c'est important. Laisser le plus de place possible aux piétons, aux vélos, aux modes de déplacement doux. Et bien sûr, sur une place, il va y avoir des bancs. Alors, autre chose alors ça sort du cadre végétal, mais les bancs sont importants. Et les bancs au pied d'un arbre, c'est le plus important. Et il faut planter des arbres. Alors, qu'est-ce qui marche très, très bien pour moi sur les places? Alors, effectivement, il faut qu'il y ait un paysage de fait. C'est encore plus joli quand il y a un paysage. En fonction de la taille des places, c'est toujours bien de planter quelques arbres. Au moins un arbre ou deux arbres qui vont être des espèces emblématiques et qui, dans 20, 30 ans, vont devenir des endroits mais vraiment très, très beaux. Ce qu'il faut faire aussi, c'est planter des arbres en faisant à la fois le choix de la bonne espèce, mais aussi en anticipant déjà sa taille future, sans qu'il y ait besoin de le tailler. Si vous plantez un arbre contre un bâtiment et qu'il faut le tailler chaque année parce que les branches touchent le bâtiment, c'est pas la peine de planter un arbre. Par contre, ce qu'il est possible de faire sur ce genre de place, si elles sont petites, c'est de faire des îlots, des petits îlots d'arbustes et d'arbres plus ou moins grands, on va dire, mais avec un choix d'arbres qui vont pousser en fuseau plutôt que de faire un grand houppier. Alors, dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait la moitié de la place qui soit dédiée à la végétation en surface, et l'autre moitié de la place, on va dire, qui soit dédiée à l'ouverture du milieu, parce que on a un peu aussi tendance à être oppressé par la fermeture complète de l'espace par des arbres. Même si le discours il n'est pas tout à fait le même, peut-être dans les villes du Midi, où l'ensoleillement peut être très très fort, et nous, les places où le soleil tape en pleine, personne s'y assied dessus en plein été, hein, alors que le but, c'est aussi de pouvoir avoir cette convivialité. Mais c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que je pense que là, il faut vraiment faire une consultation citoyenne et à la limite que chacune apporte sa vision, son dessin. Voilà, surtout que dans les petites collectivités ou collectivités moyennes, c'est très facile de mettre ça en place et d'avoir l'adhésion du plus grand nombre de personnes. Voilà, en tout cas, du plus grand nombre de personnes qui participent à cette demande des municipalités aujourd'hui de participer. Parce que, alors pourquoi les municipalités demandent cette participation? Pour deux choses. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand elles font des projets urbains, elles se font vraiment recevoir. En gros, personne n'est content. Il y a des projets urbains qui satisfont personne, ni celles qui veulent du tout bagnole, ni celles qui veulent du tout végétal. Et donc, il y a un vrai problème de citoyenneté, de participation. Et puis ensuite, les municipalités, je crois, elles ont des contraintes réelles de lutter contre le réchauffement des villes. Lutter contre le réchauffement des villes et lutter aussi contre les catastrophes climatiques qui arrivent, lutter contre la violence. Vous pourrez lire le document alors biodiversité, là, le document je vous ai montré. À la fin, il y a toute une liste de sites et il y a un document américain, enfin états-unien, une étude qui a duré 10 ans sur la place du végétal dans les grands centres urbains états-uniens et qui montre que la violence était la moins fréquente dans les endroits qui étaient le plus végétalisés. À ville égale, c'est-à-dire comparer Chicago, Washington, New York, les mêmes quartiers, les mêmes quartiers à problème ou pas à problème, mais ils montraient que c'est la place du végétal qui apaisait les gens. C'est apaisant, je disais, non? Oui, alors c'est apaisant, et c'est là où il faut aussi participer à ces débats, parce que les urbanistes, eux, ils ont comme consigne d'enlever les végétaux qui peuvent servir de refuge à des gens, à des brigands, quoi. Vous voyez, c'est les termes qu'on me sort, c'est-à-dire que oui, non, mais là on peut pas mettre des arbustes, sinon les mecs ils vont se cacher derrière pour se droguer ou violer les gens, voilà.
C'est le genre de réponse qu'on va avoir. Ou alors d'autres réponses de la voirie qui va dire oui, mais si on met un îlot de végétation, les gens ils vont amener leur chien faire caca et puis on ne pourra pas le nettoyer, on n'a pas le temps. Alors il y a une réalité aussi. Il y a une réalité, je vais défendre mes collègues aussi de la municipalité. Il y a beaucoup de vandalisme. Il y a encore un non-respect de ce qui est planté par les jardins espaces verts, de ce qui est nettoyé par la voirie, c'est vrai, il y a beaucoup de vandalisme. Et puis, il y a un manque de personnel. Il y a de moins en moins de personnes qui sont sur le terrain pour entretenir ces espaces-là. Et de plus en plus de personnes, comme moi, qui sont derrière des bureaux aussi une grande partie de la journée, et puis qui sont pas sur le terrain. Et le service public doit être sur le terrain, sensibiliser, mais aussi répondre aux attentes des citoyens, alors en termes de connaissances, mais aussi en termes d'accessibilité, évidemment. C'est sûr qu'un endroit, je ne vous ai pas présenté quelques photos où, évidemment, quand il y a des petits coins de nature comme ça, même dans des grands endroits fréquentés, ce sont souvent les coins où on va balancer les mégots. Donc très vite, les mégots ou les gobelets, donc très vite ça devient dégueulasse. Alors effectivement, s'il n'y a personne de la municipalité qui va nettoyer ça, malheureusement ça repose sur les cantonniers, c'est toujours dommage, mais ça repose sur les cantonniers, malgré la publicité que font les contraventions, etc., les menaces que font les municipalités. Voilà, ces endroits-là sauvages attirent les poubelles, et les poubelles attirent les poubelles. Et donc, il y a une veille à faire là-dessus. Il faudrait que chaque citoyen ramasse les bouteilles plastiques qui sont au sol pour les mettre à la poubelle, pour éviter qu'il y ait cette vision négative de l'espace sauvage. Alors, sur le positionnement de la collectivité par rapport à tous ces sujets-là, il y en a beaucoup qui ont été évoqués. C'est très intéressant d'avoir la réaction de Madame Reynaud qui a levé la main et qui est en même temps, et ça tombe bien par rapport à la nature de la discussion, adjointe au maire, alors certes en charge de la culture, mais voilà, qui souhaitait intervenir. Et donc du coup, on va avoir les trois facettes, le scientifique, le citoyen, l'élu. Madame Reynaud. Merci de me donner la parole, Florent. Bonsoir à tous. C'est normal. Surtout qu'en plus, je connais Laura et puis je me souviens plus de Jacques, voilà, avec qui j'ai fait des ateliers. En fait, je suis très sensibilisée au sujet de la nature et moi, je suis nouvellement élue depuis juin. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans l'équipe, j'ai dit la place de la République, c'est horrible, elle est vraiment trop nue. Pourquoi on n'a pas mis d'arbres en pleine terre? Parce que je suis d'accord avec vous, les végétaux, c'est mieux en pleine terre qu'en pot. Et en fait, ce qui m'a été rétorqué, c'était que pour les contraintes du marché, comme il y a des stands et qui sont couverts, en fait, ils mettent des poteaux tous les 2 mètres, enfin tous les 1 mètre même, et qu'il n'y avait pas la place de planter des arbres. Mais bon, je ne suis pas très convaincue de cette réponse. Et c'est vrai que sur la place de la République, donc pendant que vous parliez, je viens de faire un mail au responsable qui organise la place, qui est Thibaut Flynn, qui est responsable voirie, pour lui demander quelle place on avait donnée au végétal, en disant que notre interlocuteur proposait qu'on fasse moitié végétal, moitié béton. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit possible, mais je vais m'attacher à revoir ce point-là avec mes collègues élus, parce que je partage toutes vos réflexions, sauf peut-être le monsieur le conférencier, parce que tous les élus ne veulent pas que du béton dans leur ville. Et la preuve, moi, si je peux pousser la place du végétal dans la ville, je le ferai. Dans un atelier, on a proposé, comme disait Florent, de décrouter le devant des maisons pour laisser la possibilité aux gens de faire des jardinières, mais en pleine terre. Oui, bien sûr, j'ai fait une généralité, mais... Non, mais je pense qu'il y a de plus en plus d'élus qui sont sensibilisés à ça aussi, quoi. Voilà. Oui, vous avez raison. Mais je vais faire remonter l'info, soyez-en certains, le mail part et j'ai même mis en copie Florent. Donc, après, je ne connais pas mon pouvoir parce que c'est vrai que c'est déjà pas mal agencé, mais on a parlé peut-être de faire une sculpture fontaine. On va faire un concours, un appel aux étudiants des Beaux-Arts, et je me disais que peut-être au pied de cette fontaine, on aurait pu laisser un espace végétal, comme il y aura de l'eau. Ça peut être une idée. Oui, bien sûr. Et puis sur les places aussi, quelque chose aussi qui est, moi, je trouve qu'il devrait revenir, c'est un arbre emblématique, un bel arbre qu'on va laisser pousser. Je pense, parce que nous, on voulait mettre un paulownia, justement. Donc, je pense qu'il est prévu de mettre un paulownia sur la place. Ça, j'en suis quasiment certaine. Mais c'est pas suffisant. Donc, effectivement, il faut laisser l'autre végétation, la nature, peut-être au pied des bancs, de faire des petits cercles pour qu'on puisse mettre de la terre au pied des bancs. Je ne sais pas si ça, c'est possible. Oui, parce que les arbres semblent très cerclés. Il n'y a pas du tout sur le plan, pardon, je vous coupe, excusez-moi.
Les arbres étaient très cerclés. Il n'y avait pas du tout ni de pelouse, ni de buissons. C'était vraiment des arbres cerclés et une fontaine, en effet. Donc, quelque chose quand même de très artificiel. Oh, la fontaine, ça va être un objet d'art. Après, au pied, on peut éventuellement demander à ce que justement il y ait de la terre, quoi. Enfin, voilà. Complètement. J'avais, moi, une précision à apporter, une remarque et une question. La précision concernant la place de la République, certes, effectivement, il y a les nécessités logistiques par rapport au marché, mais en plus, il y a surtout qu'il y a un parking souterrain et que la contrainte était là pour planter des arbres, qu'il n'y avait pas les espaces pour les systèmes racinaires, comme le disait M. Pressec tout à l'heure, et qu'effectivement on aurait beau tenter, ça ne pousserait pas, et les endroits où il y a des arbres sont justement les endroits où il n'y a pas les infrastructures en dessous, donc là où il y a le chêne à côté de l'église et sur la bande devant le bistrot. Sur la remarque que je me faisais en vous écoutant sur la question de la végétalisation de la place de l'Étape, il y a aussi à Fontainebleau à, non pas lutter, mais en tous les cas faire évoluer un regard sur la nature de ces espaces publics très minéraux et historiquement très minéraux. La place de l'Étape, il n'y a jamais eu d'arbres dessus, si ce n'est les trois qui sont en plot et qui sont plutôt récents depuis une quinzaine d'années et qui ont bien poussé maintenant. Mais historiquement, si on regarde des peintures et des gravures, il n'y en a jamais eu. Et peut-être là, il y a quelque chose dans l'ADN, entre guillemets, dans l'esprit du public, l'idée que c'est pas un endroit pour en mettre, avec aussi cette petite particularité que on a une perspective sur la rive grande qui donne sur les frondaisons forestières, qui a une qualité à Fontainebleau. Les grandes rues donnent toujours avec une visibilité sur la forêt. Mais là, il y a un regard à faire évoluer, puisque c'est pas forcément immuable. Et aujourd'hui, le contexte a changé, donc pourquoi pas des arbres, mais bien sûr. Mais voilà, on a entre guillemets cette image-là en tête, qui a et non pas une opposition naturelle, mais une vision culturelle de l'espace. Et j'en viens à ma question sur le ratio que vous donnez, moitié végétal, moitié béton. Est-ce qu'on est d'accord que ce ratio est entendu hors voie de passage des voitures, hein, c'est-à-dire uniquement sur les espaces piétons? Bon, moi, je vous ai donné ce ratio. Je suis désolé, c'est un peu au hasard. Pour moi, ça devrait être 100%. Alors, pour moi, ça devrait être 100% de couverture végétale, ce qui ne veut pas forcément dire qu'au sol, c'est tout artificialisé. C'est-à-dire que le végétal devrait recouvrir la place par ses houppiers, hein, avec des houppiers qui se touchent, d'arbustes ou d'arbres, des choses qui se touchent. Ensuite, oui, dans ce ratio moitié-moitié, c'est très compliqué. Je ne peux pas trop m'exprimer sans voir la place. Vous voyez, il y a un vrai travail, mais je pense que vous le faites. Non, mais c'est un principe. Voilà, c'est plus c'est pas un ratio figé, c'était plus un principe, mais bien sûr. Comme il y a une voie de voiture, du coup, ça fait trois types de choses. Voilà, je pense que c'était pour que vous nous précisiez que vous entendiez ça du point de vue des espaces, mais plutôt publics, piétons, pardon. Alors, par expérience, ce que je peux vous dire, ici, on a rénové quelques petites places récemment, en laissant quand même les voitures cheminer. La cohabitation se fait très mal. La cohabitation se fait très mal parce que du coup, les espaces de circulation de voitures sont très réduits, avec des trottoirs qui vont protéger, des hauts de trottoirs qui vont protéger les piétons, par exemple, ou les vélos. Et du coup, quand les voitures circulent, quand les camionnettes, etc., il y a beaucoup de dégradations, d'accidents, enfin de petits accidents, etc. Et au final, c'est très important que le piéton ne soit jamais menacé par le passage des voitures. Et nous, on a des places qui sont conçues avec la voiture qui fait le tour de toute la place et le piéton, du coup, qui est à l'extérieur, qui ne peut plus accéder à l'intérieur en toute sécurité. Vous voyez ? Et du coup, il y a un gros illogisme, mais en même temps, il faut bien laisser passer les voitures. Mais voilà, donc peut-être il y a quelque chose de nouveau à inventer en mobilier urbain pour concilier à la fois le passage des piétons et la présence des voitures qui, du coup, comme elles sont déportées en périphérie, empêchent tout contact fin avec l'espace central, qui est la vraie place. Bon.
Nous approchons du temps que nous étions à partir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question pendant que je tente de remettre la caméra en espérant que ça ne va pas tout vriller, puisque j'ai réussi à avoir le PowerPoint pendant que vous diffusiez, du coup. Pas d'autres questions? Si. Vous écoutons. Je revoyais une des images que vous aviez montré tout à l'heure avec des abeilles sauvages qui avaient réussi à trouver un endroit sur une église, je crois. Oui. Moi, je me demandais si vous étiez favorable aux ruches d'abeilles domestiques en ville, parce que c'est souvent un petit peu antagonique d'avoir des abeilles sauvages et des abeilles domestiques. Et puis d'autre part, d'une façon générale, est-ce que vous pensez que les nichoirs, que ce soit pour les insectes, les chauves-souris ou les oiseaux, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est un pis-aller finalement quand on met des nichoirs? C'est que c'est un peu un constat d'échec? Alors, pour les nichoirs, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Effectivement, en général, en ville, il y a suffisamment même en milieu urbain, très urbanisé, il y a suffisamment d'arbres. Les oiseaux vont pouvoir arriver à se loger. Par contre, il y a une grande importance pédagogique. Poser des nichoirs, c'est sensibiliser des enfants, leur faire découvrir comment vivent des oiseaux, même s'il n'y a pas d'oiseaux qui viennent squatter dedans. Donc, c'est très, très important pour moi d'un point de vue pédagogique. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, ce que je vous dis, c'est aussi une généralité. Il y a quand même des nichoirs qui vont être occupés par des mésanges, par des pics, et qui donc seront importants, ou même par des petits mammifères. Hein. Ça peut être des écureuils qui vont les occuper, ou des insectes, hein. Donc des insectes qui vont hiverner dedans. Pour les ruches, c'est une autre problématique. Alors effectivement, nous, on a beaucoup lutté contre deux images. La première des images, c'était de dire que sans abeilles domestiques, il n'y aurait pas de biodiversité, pas de pollinisation, etc. C'est complètement faux. Donc mais c'est quelque chose qui est encore véhiculé par les médias, par des personnes politiques aussi. Hein, et donc nous, on essaie de déconstruire ça. La présence d'abeilles domestiques ne bénéficie pas à la biodiversité. Maintenant, elle n'a pas non plus un impact néfaste sur la biodiversité. C'est juste que si le milieu, s'il n'y a pas de ruches, s'il n'y a pas d'abeilles domestiques, la biodiversité elle s'en portera très très bien, sans aucun problème. Ensuite, effectivement, vous avez raison, le problème qu'il y a en ville, ça a été de faire croire aux citadins que la présence de ruches allait amener de la biodiversité. Ce n'est pas le cas. La présence de ruches où vivent des abeilles domestiques, qui sont des abeilles très souvent exotiques ou hybrides entre des espèces, n'apporte rien en termes de biodiversité. C'est complètement faux. Et c'est quelque chose qui a été véhiculé parce que pour faire accepter aussi ces ruches. Maintenant, moi, je ne suis pas du tout opposé au principe d'installer des ruches en ville, à partir du moment où derrière, il y a quand même une activité économique. Hein, les apiculteurs peuvent installer des ruches en ville, parce que souvent, ce sont des partenariats avec les municipalités. Donc, il y a une activité économique. Derrière, il y a aussi une récolte de miel. Et puis, dans tous les cas, il y a quand même la présence d'abeilles qui vont aussi nourrir des parasitoïdes, des oiseaux, comme ici, par exemple, les guêpiers ou des petits rapaces. Donc voilà, mais par contre, il ne faut pas se tromper de discours. C'est vrai que la présence des ruches n'a aucune importance, n'a aucune utilité pour la biodiversité, et la présence de ruches ne va pas du tout être une action de biodiversité. Il y a quelques mois, pendant deux ans, là, il y a eu les premières assises régionales de la biodiversité ici. Le discours d'ouverture, ça a été de dire, aux assises régionales de la biodiversité, ça a été de dire, oui, Midi-Pyrénées, la région Occitanie, est leader en termes d'installation d'éoliennes et de panneaux solaires. Les panneaux solaires et les éoliennes, ça n'a jamais favorisé la biodiversité. Hein, ça ne fait que, voilà. En fait, ce qu'on voudrait, nous, naturalistes, mais aussi, c'est qu'il n'y ait plus de mensonges là-dessus. Qu'on ne dise pas, voilà, on met des vélos électriques, ça va favoriser la biodiversité. Non, pour favoriser la biodiversité, il faut lui laisser de la place. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas la peine de mettre des panneaux solaires, de rouler avec des énergies vertes, etc. Voilà. Donc, c'est juste ça. Mais maintenant, les naturalistes ne vont pas du tout râler contre la présence de ruches, contre la présence de panneaux solaires sur les toits, etc. Quoi. Par contre la présence de panneaux solaires dans des champs qui ont pour vocation d'être des espaces agricoles, ça, oui, c'est une ineptie, quoi. Aux portes de Toulouse, on a fait ce genre de choses, alors qu'il y a des surfaces bâties phénoménales sur lesquelles poser des panneaux solaires. Et on va poser les panneaux solaires sur les seules friches qui existent et qui sont des refuges de biodiversité. Sur les parkings, il faut poser les panneaux solaires sur les parkings. Exactement. Et des parkings, il y en a. Des parkings grande surface, il y en a. Il y a de quoi approvisionner la ville, à mon avis.
Allez, on prend une dernière question de Laurine Drey, qui a été stagiaire à la direction de la transition écologique de la ville de Fontainebleau cet été, qui a travaillé sur tous ces sujets. Et Monsieur Pressec la connaît, puisque c'est Laurine qui vous a contacté dans les premiers temps. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc moi, c'était une question par rapport aux espèces exotiques envahissantes. Moi, je suis en BTS en gestion et protection de la nature et j'avoue que on m'a plus dit qu'il fallait faire attention à ces espèces comme la renouée du Japon qu'il faut éradiquer, des trucs comme ça. Donc je voulais savoir, est-ce qu'en ville, quand on rencontre des espèces extrêmement envahissantes et très compliquées à gérer, vaut mieux la laisser se développer et faire la nature se gérer seule et avoir une gestion à côté par rapport à ça? Alors, à partir du moment où une espèce devient envahissante, qu'elle soit exotique ou indigène, il faut la limiter. Ça, c'est sûr, que ce soit pour nos activités économiques ou nos activités sociales. Bien sûr, on ne va pas laisser un trou dans la toiture parce qu'il y a de l'eau qui rentre et puis qui entretient le petit étang dans la maison, quoi. Maintenant, par rapport aux espèces exotiques, le discours qui est tenu, il est faux. Il est faux, qui est tenu par le milieu de l'enseignement, par le milieu des médias et puis aussi par des naturalistes. Il est faux dans la mesure où on va diaboliser ces espèces exotiques et puis les faire passer pour des boucs émissaires sur toutes les problématiques que nos activités posent. C'est-à-dire, par exemple, alors je prends les exemples sur les animaux, c'est plus flagrant que pour les végétaux, mais on pourra parler de la renouée du Japon vite fait. On va dire que le frelon asiatique, il détruit les abeilles. C'est pas vrai. Le frelon asiatique, effectivement, il a un impact sur l'activité économique apicole, mais il n'a aucun impact sur les populations d'abeilles sauvages et sur les populations d'insectes sauvages. Voilà, donc il vaut mieux dire dans ce cas-là, bon, mais voilà, le frelon asiatique, il est en train de mettre le dernier coup de cercueil sur une profession qui est déjà bien sinistrée par les produits phytosanitaires. Alors là, vous avez parlé de la renouée du Japon. Effectivement, les municipalités, elles sont parties. Alors là, on a l'impression d'avoir une espèce de croisade contre deux plantes. C'est la Jussie et la renouée du Japon. Donc la renouée du Japon, qui est souvent éradiquée purement et simplement. Mais la renouée du Japon, là où elle s'installe, c'est là où nous avons mis à nu les berges de rivières et de fleuves, et là où l'érosion est très très importante. Cette plante, qui est une plante pionnière, même si c'est une plante exotique, c'est une plante pionnière qui va très vite recouvrir ses sols nus et lutter contre l'érosion. Ensuite, effectivement, si on laisse faire, dans le génie de l'aménagement, si on laisse faire cette renouée du Japon, on va s'apercevoir que dans les touffes de renouée du Japon vont pousser des frênes, des aulnes, des peupliers, qui petit à petit vont émerger, ombrager le milieu, continuer à fixer la berge, et le soleil n'arrivant plus, la renouée va disparaître. Maintenant, si vous l'éradiquez chaque année, elle revient. Parce qu'en fait, en éradiquant ces espèces-là, on ne fait que recréer les conditions de retour de ces espèces qui sont des espèces pionnières. Si on veut se débarrasser de ces espèces pionnières, bon, il n'y a aucune raison, mais si on veut s'en débarrasser, il suffit de laisser faire la nature. Voilà. Et puis, alors ça, que ce soit des espèces exotiques ou des espèces indigènes, j'allais dire. Et puis ensuite, il faut pas cataloguer. Moi, j'utilise le mot bioxénophobie parce que pour moi, cataloguer les espèces exotiques comme des espèces malsaines, invasives, juste parce que ce sont des espèces exotiques, pour moi, c'est de la bioxénophobie, c'est-à-dire que toutes ces espèces-là, il ne faut pas oublier qu'elles font partie de milieux sauvages et naturels. Il ne faut pas oublier que l'être humain fait partie de la nature et qu'à ce titre, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il aménage, fait aussi partie de la nature. Donc, c'est nous qui avons ramené ces espèces. Donc, tout ça, ça fait partie de la nature. L'éléphant, quand il vit dans la savane, il va choisir les espèces qu'il préfère pour sa survie alimentaire et sa survie en termes de gîte, quoi. Nous avons fait la même chose. Le corail, quand il se développe, il se développe sur des prairies de Posidonie et puis il va éradiquer, pas éradiquer d'ailleurs, il va détruire des populations de Posidonie pour s'implanter. Alors, nous, on a d'autres, bien sûr, on ne va pas rentrer dans un débat là-dessus, mais moi, ce que j'essaie de faire comprendre, si vous voulez, c'est que le vivant, il se respecte partout, qu'il soit indigène, exotique, de la planète Mars, etc. Voilà, c'est du vivant, ça se respecte. C'est un être vivant. Ensuite, l'humain fait partie de la nature. Il fait partie de la nature. Alors, il fait partie de la nature, effectivement, tout ce qui fait partie de la nature, mais aussi, il a, en tant qu'être quand même très intelligent, il a quand même un devoir énorme parce que lui, il a la capacité, l'humain, de faire respecter tout ce vivant, justement, et de faire accepter et d'accepter tout ce vivant. Et ça, c'est quand même un droit qui est phénoménal et qui est, pour moi, qui devrait primer sur tout le reste.
Alors après, limiter effectivement les espèces parce qu'elles ont un impact sur nos activités économiques. Bien sûr, on ne va pas laisser un champ de céréales être envahi par le datura, un étang où il y a du pédalo être envahi par la jussie, etc. Mais il suffit souvent de limiter ces espèces-là et en plus d'utiliser les déchets végétaux qui sont issus de la limitation de ces espèces pour faire du compost, pour faire de la méthanisation, etc. Et puis tout le monde y trouve son compte, quoi. Et on a respecté le vivant. Eh bien, merci beaucoup pour cette heure et demie passionnante. Avec plaisir. Pour les grosses aussi. Juste un petit mot, Florent. Je peux vous transmettre le PowerPoint s'il y a des personnes qui veulent le télécharger. Ils feront auprès de vous. Eh bien, oui, je le renverrai à l'ensemble des personnes qui sont là et qui se sont inscrites. Oui, tout à fait, avec grand plaisir. Ok. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Soirée. Et bonne soirée à chacun. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.